Alors, en 1997, en fait, c'est vraiment l'année d'origine de l'association. L'ADEME et la région Rhône-Alpes créent un groupe de travail sur la qualité des composts et la qualité d'exploitation des différentes plateformes de compostage de déchets verts pour valoriser au mieux les composts. En 2000, donc 3 ans après ce travail après le travail de ce groupe de travail, il y a une charte qui est née avec et qui crée un label de qualité des composts un petit peu plus exigeante que les normes NFU 44051 et avec la particularité d'avoir été justement mise en place par des professionnels et donc aller aussi sur la qualité de gestion des plateformes, mais je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Il a reçu, non, il a pas reçu. Non, pas du tout, ça fonctionne très bien. Là, on en est justement à la création de Je me relame un l'association petit peu. Rhône-Alpes Qualité Oui, Compost. voilà. Donc une association très régionale à l'époque. Et en 2008, donc en 2008, c'est la création de cette association régionale et un groupe de travail qui fait évoluer la charte qualité en intégrant les évolutions réglementaires, NFU et arrêté 2710. Ah. Oui, c'est parce que, alors, pour la petite info, en parallèle, ma petite manip technique, c'est comme j'ai dit en introduction, vous allez avoir la possibilité sur Zoom de prendre la parole oralement. Donc, je vous donne la possibilité d'activer le micro. Mais D'accord. l'idée, bien évidemment, est de couper votre micro pendant que Gaël prend la parole. C'est simplement en anticipation de la suite. Voilà. Pardon, Gaël, pour ce Merci beaucoup. Non, non, il n'y a pas de mal. parallèle. Bonjour, bonjour Sandrine. Je vois que vous avez réussi à vous connecter, je suis content. À l'époque, une vingtaine de sites sont certifiés dans la région Rhône-Alpes. Et en 2011, il est décidé d'élargir les sous-produits entrants sur les plateformes aux bouts de stations d'épuration, aux fractions fermentescibles issues des OMR, donc les composts produits dans les UVR, et les biodéchets. L'ARAC devient le réseau qualité compost avec pour objectif de s'ouvrir au niveau national et de ne plus se cantonner à la région Rhône-Alpes. Et en 2015, le RQC devient le RISPO. Alors, la certification RISPO en 2025, donc depuis 97, elle a évolué en termes de réglementation, en suivant la réglementation, en suivant les différents audits, enfin les différents résultats d'audit. Et donc maintenant, c'est devenu un référentiel unique pour tous les composts, donc que ce soit des composts produits à partir de déchets végétaux, à partir de boues de stations d'épuration, de fractions organiques des OMR, donc les composts des UVR, comme anciennement appelés TMB, et les composts à base de biodéchets triés à la source, avec des exigences en termes de qualité, sécurité et environnement dans le fonctionnement des plateformes ou des unités de valorisation, des exigences produits supérieures aux normes NFU, ce sera présenté plus avant par Stéphane et Sabine, un engagement sur 3 ans et un référentiel, comme je vous disais, qui évolue avec la réglementation ainsi que les retours d'expérience qu'on peut avoir par rapport aussi bien par rapport aux exploitants certifiés qu'aux exploitants qui sont aussi membres du RISPO sans être certifiés. Le RISPO, on ne fait pas que ça, on est donc un réseau de professionnels, comme je vous disais, et professionnels qui ont besoin d'avoir de l'information sur la réglementation, sur les nouvelles technologies, sur les sous-produits potentiellement valorisables, sur toutes les évolutions possibles dans leur métier. Et donc, on est maintenant constitué d'une centaine d'adhérents, aussi bien donc des exploitants que des bureaux d'études, que des fournisseurs de matériel, des équipementiers et des collectivités. Et le RISPO se veut aussi être un outil de défense et de promotion de la filière du retour au sol, puisqu'en fait, la base de notre association, c'est quand même un retour au sol de qualité, d'où la certification. Donc, très rapidement, on organise un voyage annuel en Europe pour rencontrer le monde de l'organique en dehors de nos frontières. En 2025, ce sera en Allemagne, aux environs de Cologne. Des journées techniques avec des visites de sites, des conférences, des webinaires comme celui-ci. Merci encore à Idealco
de nous permettre de profiter de leurs techniques et des lettres d'information. Donc, je reviens sur le référentiel RISPO, qui est le socle donc de la certification et du diagnostic, qui est un autre outil que nous proposons et sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Le référentiel RISPO, il répond à trois types d'exigences. Tout d'abord, une exigence forte sur les matières premières acceptées. Donc, on accepte les végétaux, la fraction fermentescible des déchets ménagers, les effluents d'élevage, les matières issues de l'assainissement, et, donc les boues de station d'épuration, et les biodéchets, qui font aussi partie de la NFU 44051. Une forte exigence aussi sur la gestion de la plateforme. En fait, la certification et le diagnostic permettent d'avoir un regard extérieur sur comment est gérée la plateforme. Donc, le respect de la réglementation, forcément, puisque ce sont des ICPE, donc il y a des arrêtés ICPE qu'il faut respecter, un traitement par l'eau et différents autres critères. Et enfin, la qualité du compost produit, puisqu'on demande donc un respect de la NFU 44051 ou 095 suivant les entrants, mais on va plus loin avec des tests complémentaires qui sont demandés pendant les audits. Bon, très rapidement, en fait, on vous a mis vraiment le détail de toutes ces exigences, mais vous les retrouverez dans le diaporama qui sera à disposition. Là, c'est vraiment une présentation de comment se passe une certification. Je vous disais que c'était un engagement sur 3 ans pour les plateformes. Donc, c'est une première année avec un audit de terrain, avec un des deux auditeurs présents autour de l'écran, donc soit Stéphane Trier, soit Sabine Maurier, suivi de 2 années qui sont des audits documentaires qui permettent de vérifier la bonne gestion sur le long terme, mais aussi de vérifier quand il y a eu des alertes sur certains points, de vérifier par le biais des documents que les corrections ont été apportées ou que des réponses ont été trouvées par les exploitants. Au terme de chaque audit, l'exploitant obtient une attestation de conformité au référentiel, ce qui lui permet d'utiliser le marquage RISPO, donc les petites pastilles qu'on voit dessous, sur son compost au moment de la vente pendant un an. Alors, le diagnostic que j'avais évoqué très rapidement tout à l'heure consiste en un unique audit de terrain. Il ne donne pas droit au marquage RISPO, mais il ouvre la possibilité à l'exploitant d'avoir un regard extérieur sur son exploitation. C'est donc vraiment une photographie de la gestion de la plateforme, de la gestion des composts à un instant T, qui peut être très intéressante pour, dans certains cas, un exploitant qui acquiert une nouvelle plateforme, une collectivité qui souhaite, qui a délégué la gestion de sa plateforme ou qui l'a en régie, mais qui souhaiterait avoir quand même un regard extérieur et pas que celui de l'Adréal ou avant un passage de Dréal, ça peut toujours être aussi intéressant d'avoir un avis extérieur. Donc ça, c'est le diagnostic. Et donc, je vais laisser la parole à Sabine qui va nous présenter les audits de terrain. Sabine, comme c'est moi qui ai la main, tu me diras quand tu veux que je passe. Ça marche, d'accord, tu peux y aller. Je me cache. Alors effectivement, je vais vous présenter comment se déroule un audit terrain, puisque donc comme le disait Gaël, le rythme de cette certification alterne un audit sur site avec 2 audits documentaires. Donc tout d'abord, lors d'un audit, effectivement, quelle que soit la norme ou le référentiel audité, l'objectif c'est d'établir des constats face à chaque type d'exigence. Et donc, au niveau du référentiel RISPO, il a été défini trois types de constats. Donc, le constat de conformité, le constat de non-conformité et le constat de points d'amélioration, pistes d'amélioration. Donc, voilà, enfin, le référentiel a voulu quelque chose d'assez simple sur les constats qui seront notifiés suite aux audits. Donc des non-conformités, bah, voilà, ça peut être une exigence qui n'est pas respectée, comme des analyses qui ne sont pas faites selon les fréquences prévues, par exemple, des non-conformités sur les fiches produits par rapport à ce qui est attendu sur une fiche produit, des non-conformités sur des aspects terrain, par exemple des absences de vérification périodique sur des engins. Voilà des exemples de points qui pourraient être des non-conformités. Le constat de points d'amélioration qu'on notifie lors des audits.
il peut avoir je dirais deux tendances. Ça pourrait être soit des idées, en fait, ou enfin des suggestions de l'auditeur sur des aspects constatés lors de l'audit, qui auront plutôt effectivement à vocation d'améliorer le fonctionnement. Donc, des suggestions sur la gestion documentaire, peut-être, des suggestions d'organisation qui simplifieraient ou amélioreraient la gestion de la plateforme. Et le point d'amélioration, il peut aussi, selon les sujets, être positionné plutôt comme point de vigilance. Donc voilà, il aura vraiment deux lectures possibles selon ce qu'on constatera. Plutôt un point de vigilance, mais qui n'est pas encore au niveau de la non-conformité. Ça pourrait être par exemple sur des constats sur la tenue de la plateforme. Si on voit que la plateforme est un petit peu dégradée sur certains aspects, mais ce n'est pas une non-conformité strictement parlée par rapport à un point du référentiel, on le signalera plutôt en un point d'amélioration. Donc sur ces différents constats, comme indiqué sur le slide, quand il y aura des non-conformités, mais on en reparlera tout à l'heure, l'exploitant devra répondre à la non-conformité, on demandera une action à mener avec un délai, et donc il y aura un suivi de cette non-conformité avant de pouvoir délivrer la certification. Concernant les points d'amélioration, eux, ils sont suivis uniquement d'un audit sur l'autre où on voit avec vous, enfin on voit avec les exploitants comment ils ont pris en compte ou ils ont pu traiter le point. Voilà, tu peux passer au slide suivant. Voilà, donc l'audit terrain, il se déroule donc effectivement, on a indiqué sur le slide par une personne mandatée par le RISPO. Donc moi aujourd'hui, effectivement, je suis auditrice pour le RISPO depuis quelques années. Donc moi je suis consultante indépendante euh, et je travaille pour des organismes de certification comme AFNOR, comme Bureau Veritas, comme SGS. Et donc également pour d'autres donneurs d'ordre. Et j'interviens pour le RISPO depuis plusieurs années sur cette certification. Après, voilà, une première vie dans le monde du traitement des déchets. Donc ces audits de terrain, ils vont durer en fait selon la taille de la plateforme. C'est vrai qu'on a des plateformes de taille très diverses dans les adhérents du RISPO. Selon la taille de la plateforme, il va durer entre une demi-journée et une journée. Et il va se dérouler d'une manière, je dirais toujours à peu près similaire. On va commencer par une présentation du site pour connaître effectivement les entrants, le mode de fonctionnement, l'organisation générale. Et en fait, le premier temps fort de l'audit terrain, c'est effectivement d'aller sur le terrain et de faire le tour du site qui va nous permettre de relever de nombreux points en lien avec les exigences du référentiel. Donc ce tour du site, c'est vraiment, on se positionne dans l'ordre du flux, hein. On va suivre le déchet de son arrivée jusqu'à sa sortie en compost, en discutant avec les différentes personnes concernées, que ce soit à l'arrivée pont bascule, les opérateurs sur site, le départ des camions de compost de produits finis. On va regarder les infrastructures, on va regarder les documents au fil du process. Donc voilà, on va faire un tour du site de manière la plus exhaustive possible, autant sur le process de compostage, la compréhension de l'organisation, les éléments justificatifs en termes d'enregistrement, de traçabilité, etc. Donc ce tour du site, voilà, comme je disais tout à l'heure, selon la taille de la plateforme, il va peut-être se faire en 1 heure, il va peut-être se faire en 2 heures. Voilà, on prend le temps qu'il faut, puisque c'est une partie notable de cet audit de terrain, de bien comprendre et visualiser et observer le fonctionnement le fonctionnement du site. Ensuite, on retourne dans les bureaux et puis on vérifie un certain nombre d'éléments documentaires en lien avec tout ce qu'on vient de voir sur le site ou complémentaires. Euh, alors on va y revenir en détail hein, tout à l'heure, mais voilà, on va regarder par exemple la vérification périodique d'un engin, on va regarder les dossiers de l'eau des composts en train d'être fabriqués, on va regarder les analyses, on va regarder les attestations de formation peut-être des collaborateurs. Voilà, on va ensuite au bureau passer en revue tous les différents éléments justificatifs des engagements du référentiel. Tu peux passer la diapo suivante. Euh, à la fin de l'audit, on vous propose une réunion de synthèse pour voir l'ensemble des points constatés donc pendant cet audit. Donc,
points d'amélioration et non-conformité le cas échéant. Et quelques jours après, on vous transmet donc un rapport d'audit qui va reprendre. Alors, on voit un petit visuel sur le côté de la diapositive, mais voilà, le rapport est construit en reprenant ligne par ligne tous les engagements du référentiel. Et en face de chaque ligne, on indique les constats qu'on a pu réaliser. Le support actuel, bon, qui a peut-être vocation à s'améliorer et à évoluer, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il soit conçu sur les 3 ans que dure une certification. Et donc, c'est les colonnes que vous voyez sur l'écran. On voit un audit une année, un audit une année N+1, et il y a encore l'audit l'année N+2. Donc, on voit les 3 ans sur le fichier normal. Pour voilà, vraiment suivre l'évolution et voir s'il y a un point qui se dégrade ou un point qui s'améliore, et permettre, s'il y a des changements aussi d'interlocuteur, de voir ce qui s'est passé ou ce qui a été vu l'année d'avant, que ce soit interlocuteur sur la plateforme ou si c'est l'auditeur qui change. L'idée, c'est de pouvoir assurer ce suivi sur la durée du cycle. Euh, donc, au niveau de la synthèse à la fin de l'audit, donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une page de synthèse également au début du rapport sur lesquelles on va reprendre notamment les non-conformités qui auraient été constatées. Et cette page de synthèse va servir un peu d'échange entre l'auditeur et l'exploitant euh, pendant quelques jours ou quelques allers-retours, le temps de traiter les non-conformités. Donc l'exploitant va apporter une réponse, l'auditeur va regarder si la réponse est pertinente, s'il y a des éléments justificatifs, etc. Et se positionnera en fin des échanges sur finalement la levée de la non-conformité ou éventuellement le maintien de la non-conformité qui pourrait être vérifié à l'audit suivant si c'est quelque chose qui nécessite un temps de traitement un petit peu long. Ensuite, eh bien, en fin d'audit, en fin de ce processus post-audit, je dirais, l'auditeur, alors c'est pas lui qui délivre la certification, hein, l'auditeur envoie son rapport avec un avis au bureau du RISPO qui, lui, prononce la certification et délivre effectivement le certificat de conformité de la plateforme au référentiel qualité. Euh, J'ai pas dit, mais je crois qu'on y revient également un petit peu plus tard. L'avis du bureau du RISPO suite à un audit donc peut être favorable, et auquel cas vous avez donc la délivrance du certificat de conformité. Il pourrait y avoir le cas où l'audit est défavorable ou mis en attente si il y a de trop nombreuses non-conformités à lever, ou s'il y a un point peut-être réglementaire, notamment par rapport à la SPI CPE, qui est en attente, qui n'est pas conforme à l'instant T. Une certification pourrait être mise en attente que l'exploitant puisse démontrer que la plateforme s'est bien remise dans les normes, ou suspendue si il y a un élément particulier à traiter pendant une durée. Euh, voilà sur cet aspect des audits de terrain et donc de la première délivrance de la certification. Et donc, je vais passer la parole à Stéphane qui va vous expliquer le suivi documentaire les 2 années suivantes. Oui, donc voilà, moi j'interviens donc du coup sur les audits du RISPO depuis l'année dernière. Il avait été convenu avec le bureau du RISPO de renforcer cette partie par l'intervention de notre auditeur qui accompagne Sabine. Alors moi j'ai un profil un peu plus exploitant, puisque dans mon passé professionnel, j'ai exploité pendant une vingtaine d'années des ICPE soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation, plutôt orientés co-compostage avec des MIAT. Et donc, voilà, j'essaie d'apporter aussi ce regard d'exploitant vis-à-vis des gens qui souhaitent, enfin, des installations qui souhaitent être auditées. Alors, on va passer à la slide d'après. Alors, comme le souligne Sabine, l'audit terrain est plutôt axé sur l'opérationnel, la tenue du site, l'entretien des infrastructures ou les aspects sécurité. Là, pour le coup, l'audit documentaire est beaucoup plus axé sur les procédures, le réglementaire et les analyses. La certification donc, comprend, comme il a été évoqué, 2 audits documentaires à l'issue de l'audit terrain qui permet justement de s'assurer que les remarques qui ont pu être réalisées lors de l'audit terrain, c'est-à-dire les points d'amélioration,
et en partenariat avec l'exploitant, eh bien, des mesures compensatoires ont pu être mises en œuvre. Alors concrètement, comment ça se déroule au niveau de l'audit documentaire? Alors, on prend contact au préalable avec l'exploitant de la plateforme de manière à lui faire part de la liste des documents à transmettre pour vérification. Alors, c'est l'occasion aussi, dans le cadre de ce premier contact, d'échanger un petit peu par rapport à ce qui a pu arriver comme événement depuis l'audit terrain, c'est-à-dire si il y a eu voilà, une inspection de l'Adréal ou si il y a eu des modifications enfin, majeures en tout cas sur le fonctionnement de l'exploitation du site. S'il y a eu la survenue d'incidents, d'accidents ou d'incendies, voilà, ça permet de se remettre dans le contexte. Et ensuite, on étudie l'ensemble des documents que nous aura transmis l'exploitant. Et donc, voilà, tous les documents de registre d'entrée-sortie, des bilans massiques annuels seront vérifiés. Les cahiers des charges signés par les apporteurs. Donc ça, on s'assure qu'effectivement, ils sont tous présents, qu'ils sont signés, remis aussi à la date du jour, parce que on peut être sur des documents un peu anciens et en cas de contrôle, eh bien, c'est important de souligner à tous les exploitants de se remettre à la page. On vérifie le protocole d'exploitation, le synoptique de traitement. Alors, le paramètre aussi important, c'est le suivi des paramètres de compostage et des analyses. C'est le cœur un petit peu du fonctionnement d'une plateforme. Donc, notamment, on sera vigilant à vérifier que l'étalonnage des sondes de température est réalisé, que les courbes de température correspondent à un process de compostage avec voilà, des températures supérieures à 55 degrés pendant un laps de temps relativement important ou des températures plus importantes. Ça, ce sont des éléments de vérification de la bonne hygiénisation du produit. Donc, on est assez attentif à ça. On vérifie également les fiches produits. Alors, je vais en parler un peu plus précisément dans la présentation, mais ça, c'est un point vraiment crucial aussi, important de vérifier à ce qu'elle soit bien renseignée. On a pu, par le passé, ces petits détails, mais des fiches produits dont les informations ne correspondaient pas à l'analyse du lot. Voilà, il y a eu un copier-coller d'une fiche produit d'un ancien lot. Bon, voilà, c'est des petits détails, mais qui ont son importance. La fréquence des analyses aussi, on y est très attentif, de manière à ce que voilà, tout le contingent d'analyse soit réalisé. Et puis, bien sûr, on va regarder avec beaucoup d'intérêt les différents rapports d'inspection ICPE, s'il y en a eu récemment, et des actions envisagées. Quelles sont les réponses que vous avez apportées en cas d'inspection de l'Adréal, puisque bon, voilà, vous pouvez avoir des constats, vous pouvez avoir des mises en demeure, hein, il y a un degré de remarques qui peut être réalisé, et en fonction des réponses que vous avez produites auprès de l'Adréal, ben, on pourra éventuellement vous accompagner aussi, préciser certaines choses, etc., de manière à ce que la réponse soit suffisante par rapport à l'Adréal et qu'elle ne vous soit pas pénalisante, puisque vous avez quand même des délais généralement hein, de réponse par rapport au constat ou aux non-conformités. Donc, on est soucieux sur ces aspects-là. Je vais passer à la slide d'après. Donc, comme l'a évoqué Sabine tout à l'heure, bien suite à l'audit, l'exploitant se voit remettre un rapport avec les différentes conclusions. On va vérifier les points éventuellement non soldés. Donc, je répète hein, ce qu'a évoqué Sabine, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux hein, de constat. Soit ben, c'est conforme, soit nous demandons des points d'amélioration. Donc là, on va vérifier que les points d'amélioration qui avaient été demandés à l'année N-1 soient mise en œuvre et la non-conformité. Donc là, effectivement, après, ça, c'est des choses qu'on va travailler avec vous de manière à répondre rapidement à la non-conformité parce que ça peut être des points quand même bloquants dans l'exploitation du site, non seulement mais il n'y a pas la délivrance du certificat du RISPO, mais plus au-delà, c'est la problématique avec l'administration de tutelle. Donc l'exploitant a
apporte ses réponses, puisqu'il a un droit de réponse justement pour faire évoluer son site, et il décrit les mesures compensatoires qu'il doit mettre en œuvre pour justement répondre à ces problématiques-là. Et si les non-conformités vis-à-vis du référentiel sont levées, eh bien, ça conduit effectivement à la production par le RISPO du certificat de conformité. Il est valable 1 an dans le cadre donc, du cahier des charges de la certification. On peut passer à la slide d'après. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail de ces audits. Si tu peux passer la slide, Gaël, s'il te plaît. Voilà, donc les critères d'évaluation au cours de l'audit terrain ou documentaire sont les suivants. Le premier volet qui correspond aux matières premières autorisées sur l'installation. Donc la présence on va vérifier la présence d'un cahier des charges d'acceptabilité ou fiche d'identification du déchet. Ça, c'est un postulat obligatoire pour vos installations. On va vérifier la liste des apporteurs et leur signature parce que au-delà de cet aspect, c'est aussi, et des fois, ce sont des oublis que l'on peut observer, c'est-à-dire qu'on a des fiches et des listes d'apporteurs qui ont été signées mais qui datent. Donc voilà, nous, on va quand même vérifier que la fréquence de renouvellement est réalisée. S'il y a des nouveaux apporteurs, ben, de dire voilà, il y a une fiche à renseigner et à signer. Donc tous ces petits détails qui permettent d'avoir vraiment une traçabilité par rapport aux matières premières. Et ça, c'est vraiment le corps de la certification du RISPO, donc les matières premières autorisées à l'installation. Le deuxième volet concerne la réglementation appliquée au site. Donc, on va avoir un regard important sur le récépissé ICPE, mais surtout sur vos arrêtés préfectoraux, éventuellement les arrêtés préfectoraux complémentaires. Donc, vérifier que les rubriques correspondantes aux activités du site sont ad hoc. Là, dernièrement, on a pu observer des rubriques sur vos arrêtés préfectoraux qui correspondaient à des vieilles rubriques, parce que ben, les installations existent depuis 10, 15, 20 ans, la réglementation a évolué, et sur vos arrêtés préfectoraux, on parle d'anciennes rubriques qui ne sont pas au goût du jour. Alors, ce n'est pas très méchant vis-à-vis de l'Adréal, mais nous, on peut vous faire cette petite remarque en disant, voilà, à minima, faites un petit courrier à votre inspecteur Adréal et dites que vous êtes en 2780 au lieu de 2171 ou d'autres rubriques par le passé. Voilà, on va avoir ce regard et toutes les préconisations de vos arrêtés qui peuvent être particulières à vos installations. On va être vigilant à ce que ce qui vous est demandé sur vos arrêtés sont effectivement appliqués sur vos sites. Sinon, que de vous rappeler de les vérifier. On procédera donc à l'analyse de la conformité réglementaire. Alors là, c'est vis-à-vis du dernier contrôle de réal. Le point aussi réglementaire sécurité est important. On va contrôler le document unique. Donc déjà, son contenu, est-ce il est remis en question assez régulièrement? Les habilitations du personnel, tout ce qui est permis, CACES, les vérifications générales périodiques, que ce soit, comme le soulignait Sabine, les équipements électriques, les instincteurs, les vérifications des engins, tous ces points qui voilà, pour vous, déjà, vous permettre de mettre une petite lumière sur un oubli qu'il peut y avoir sur la conformité d'un engin. Et puis, ben, voilà, en cas de pépin, c'est quand même bien d'avoir cette vérification-là. Et dans le dernier cas aussi, par rapport à une vérification de réal. Et enfin, l'état de l'infrastructure et la tenue de la plateforme qui, là, on va avoir un point plus fort et un regard beaucoup plus fort au moment de l'audit terrain, comme l'a évoqué Sabine tout à l'heure. Je passe le relais à Sabine pour les critères suivants. Alors, le troisième point du référentiel, c'est effectivement la partie vraiment process du compostage. Donc, on est vraiment là sur la maîtrise opérationnelle de l'activité de compostage de la plateforme. Donc le premier sous-point de ce grand point 3, ça va être effectivement la partie acceptation des matières premières, comme le détaillait Stéphane. Effectivement, dans le premier point que détaillait Stéphane, c'est le côté documentaire de l'acceptation des matières premières.
Et là, dans ce point-là du référentiel, on va vraiment constater lors de l'audit la façon dont se passe l'arrivée des matières premières, depuis effectivement l'étalonnage du pont bascule ou le suivi du portique radioactivité pour ceux qui sont soumis, la façon dont les camions se positionnent, est-ce que les apporteurs qui arrivent et qu'on constate enregistrés dans le logiciel Pont Bascule sont bien ceux qui ont signé les fiches d'acceptation préalable. Voilà, donc on vérifie avec vous tout cet aspect-là. Effectivement, l'enregistrement des éventuels apports non conformes, comment on réagit, quels sont les process en place si des apports sont contrôlés, jugés non conformes. Euh, deuxième sous-point de cette partie, toute la partie, tout ce qui va être l'identification des différentes étapes du compostage. Alors là, on est plutôt sur un aspect, je dirais, visuel, où ça va être lors du tour du site que je vous présentais tout à l'heure. On va regarder le marquage des andins, que ce soit avec des panneaux, que ce soit avec une séparation physique, un plan d'exploitation éventuellement qui est tenu à jour dans les bureaux d'exploitation. On va regarder voilà, l'identification aussi par les registres d'exploitation ou les cahiers de suivi que vous pouvez avoir de où on est, quel andin dans son étape. Est-ce qu'on est en fermentation? Est-ce qu'on est en maturation? Voilà, on va regarder que tout ça soit bien identifié, bien suivi. Ensuite, ou en parallèle, on regarde le suivi des paramètres du compostage avec notamment effectivement le plus important, toute la partie suivi des températures. Est-ce que des protocoles de suivi des températures sont définis? Quelles sont les installations de suivi des températures? Des sondes fixes, des sondes mobiles, l'entretien de ces sondes, le suivi de l'évolution des températures pour garantir ou pouvoir démontrer l'obtention des températures minimales réglementaires. Euh, voilà tous les éléments qu'on va regarder dans cette partie suivi des paramètres. Alors, il peut y avoir d'autres paramètres aussi, hein, selon les plateformes ou selon les pratiques de chacun. Les paramètres d'humidité, notamment, qui peuvent aussi rentrer en compte, ou d'aspiration pour les plateformes qui sont plutôt sous forme je dirais, d'usine avec des cellules dans un bâtiment fermé. Voilà, donc les critères, je dirais, vont s'adapter aussi au type d'installation qu'on audite, qu'on soit compostage sur une plateforme à l'air libre traditionnelle, j'allais dire basique, à l'usine de compostage la plus élaborée avec différents appareils de mesure et process pilotés. Également, dans cette partie-là, on va regarder ce que je vous disais tout à l'heure, tout l'aspect traçabilité, l'identification des différents lots, quelle matière première va dans quel lot, comment sont constitués les lots, sur quelle durée ou avec quel tonnage de matière première entrante, comment est-ce qu'on suit tout ça, comment est-ce qu'on peut démontrer quels lots matières premières sont rentrés dans les différents andins, les différents lots de compost finis, pour pouvoir, le cas échéant, faire aussi une traçabilité en sens inverse, hein, en cas de réclamation ou de non-conformité sur un compost fini, pouvoir retrouver ce qui s'est passé en amont et de quelles origines, quelle provenance étaient les matières qui sont rentrées dans sa fabrication. Voilà sur ce grand point 3 et je repasse la parole à Stéphane pour les 3 points suivants du référentiel. Merci. Oui, alors le suivi sur les composts donc, et les non-conformités, alors là, on est sur des critères importants à vérifier pour la certification RISPO dans un contexte où une enquête menée par la DGCCRF en 2019. Je fais un focus là-dessus parce que ça a quand même fait voilà, un petit peu de bruit. Cette enquête a permis de constater des manquements aux règles de mise, de mise sur le marché des matières fertilisantes. Et les contrôles avaient porté sur 3 points principalement. Le respect de la composition des produits, l'information fournie aux consommateurs et le respect des règles d'étiquetage. Et c'est sur ce dernier point, en fait, que de nombreuses anomalies ont été constatées. Juste quelques chiffres. Sur les 500 établissements qui ont été contrôlés, 23% de ces établissements ont présenté des non-conformités. Alors, il y a eu des analyses, des prélèvements et des analyses qui ont été réalisées.
qui ont conduit à 87 avertissements, une trentaine d'injonctions. Bref, ça a permis de mettre le doigt sur quand même un vrai sujet sur le marquage des composts. Donc, du coup, nous, dans nos interventions, on va avoir un regard attentif sur cet aspect-là, puisque un établissement sur quatre a présenté des défauts de marquage, donc pour la commercialisation de ces matières fertilisantes. Et selon les indications des normes NFU, donc 44.051 et 44.095, il faut savoir qu'il y a une vingtaine de points de dénomination qui doivent apparaître sur la fiche produit. C'est assez voilà, exhaustif, en tout cas quand on regarde le cahier des charges des normes. Donc nous, on va avoir un regard vraiment particulier sur le fait que tous ces aspects figurent bien sur vos fiches produits. Alors ça va, bien sûr, la granulométrie, on ne va pas être exhaustif, mais teneur en matière sèche, teneur en matière organique, les inertes, les éléments de trace, les doses d'emploi également préconisées doivent être vérifiées. Donc on va avoir un point et un regard important pour que si jamais vous avez un contrôle par rapport à la DGCCRF, eh bien, il n'y ait pas de problématique à ce sujet. Et je le répète, un regard aussi associé aux analyses que vous réalisez avec le report de ces informations-là sur la fiche produit. Et puis, bien sûr, on sera attentif à ce que le logo du RISPO soit présent sur la fiche. C'est quand même le but aussi. Voilà, gage de, de confiance vis-à-vis des consommateurs, des utilisateurs voilà, de vos composts. L'autre point, c'est la gestion des non-conformités et on va regarder la destination des lots non conformes. Alors, non conforme, ouais, il y a deux niveaux de non-conformité. Soit il est non conforme à la norme, mais par contre utilisable en agriculture malgré tout dans le cadre d'un plan d'épannage. Et donc, on va vérifier, avoir une attention sur la vie du plan d'épannage, s'il y en a un, et comment ont été valorisés le lot non conforme vis-à-vis de la norme où il peut y avoir une non-conformité avec une pollution avérée. Et à ce moment-là, c'est une élimination en installation de stockage et on sera attentif justement sur les destinations, sur le recensement, la traçabilité que vous avez fait sur ce lot et sur sa destination. On vérifiera les non-conformités constatées en année N-1 et notamment les actions correctives. Alors, ce moi, j'ai pu observer depuis, j'ai moins de références par rapport à Sabine, mais c'est surtout, et d'ailleurs, c'est également mis en avant par l'enquête qui a été menée par la DGCCRF, mais les non-conformités sont généralement liées sur des problèmes d'hygiénisation, en fait, sur du co-compostage, donc structurant carbonés, donc des déchets verts avec des boues, avec des miettes. Généralement, c'est là où on a des non-conformités, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément rédhibitoire pour sa valorisation. Nous, on va vérifier notamment que ce lot est bien reparti dans un processus de compostage pour avoir les températures adéquates et une hygiénisation conforme aux attentes de la norme. En tout cas, c'est un point important sur lequel on va avoir un regard. Ensuite, autre sous-étape, les documents présents sur site que l'on vérifie lors de l'audit technique, enfin de terrain. On va avoir un regard sur le descriptif technique et le suivi de fabrication. Donc, comme le soulignait Sabine, hein, là c'est factuel, c'est sur site, on fait le tour de la plateforme et on va vérifier notamment ben voilà, l'affichage des lots. On devrait retrouver ensuite dans la traçabilité et dans les documents techniques. La fiche produit, donc ça, je viens d'en parler. Et on va vérifier le programme d'analyse, s'il est conforme à la production de compost de vos sites et un regard attentif sur les résultats de ces analyses-là également. Donc, la slide d'après. Alors, à la suite des différents critères d'évaluation qu'on vient de vous présenter, donc dans le référentiel, vous trouverez les différents programmes d'analyse
qui sont demandés par le référentiel RISPO. Donc en fait, là, on vous en présente un qui est celui pour les déchets verts. Mais en fait, donc, il y a un tableau de programme d'analyse par type de déchets qui peuvent être compostés. Donc dans ce programme d'analyse, donc vous retrouvez les différents items en colonne et en fait les fréquences d'analyse demandées euh, selon la taille de la plateforme, selon la quantité de déchets entrants et la quantité de compost produit annuellement. Donc en fait, le RISPO a souhaité, a pris comme base bien évidemment les programmes d'analyse des NFU, mais avec quelques fréquences supérieures pour certains items. Donc c'est les cases qui sont en orange, donc des fréquences d'analyse supérieures, là où la norme peut peut-être demander 2 analyses par an, le RISPO va en demander 4 par exemple. Et également donc deux analyses qui ne sont pas dans la NFU, qui sont le test phytotoxicité et le test d'absence graines propagule. Ces 2 tests étant demandés, en fait, pouvant être demandés par un certain nombre de clients, notamment agriculteurs, viticulteurs, etc. Et ces tests étant également présents dans d'autres référentiels non pas similaires, mais des référentiels qui s'appliquent également sur les composts, comme l'écolabel, par exemple, comme l'écolabel européen, qui demandent des tests de phytotoxicité, maturité, et des tests d'absence graines propagule. Donc, comme le RISPO, le référentiel RISPO a vocation à démontrer la production d'un compost de qualité, il y a eu cette réflexion de dire que dans les programmes d'analyse du RISPO, il y avait des éléments supplémentaires qui étaient demandés pour garantir la qualité supérieure des composts produits et la qualité régulière des composts produits sur tous ces éléments-là. Sur les autres éléments, bon, j'y reviens pas dessus, on pourra en rediscuter plus s'il y a des questions, mais on retrouve les éléments classiques de la NFU avec l'analyse agronomique évidemment, les éléments traces métalliques, la microbiologie, etc., qui sont déjà demandés dans la NFU, la 4451 ici, ou la 495 pour tout ce qui est bout de steppe. Il me semble qu'on a voilà, un petit temps d'échange, de partage sur tous ces éléments avant d'aller plus loin et puis d'entendre aussi après le retour de Cédric Gardoni. Donc, je partage les informations. Si vous êtes sur Zoom, n'hésitez pas à lever la main. Je sais que j'ai vu certains d'entre vous qui ont posé des questions, hein, Cécile Maillet, Vincent David. N'hésitez pas à lever la main comme ça. Je vais vous inviter à reprendre oralement ce que vous avez indiqué, parce qu'il y a des éléments de contexte certainement qui vont pouvoir sortir de cette prise de parole orale. En attendant, petite première question du côté de Vimeo. Remarque et question. Donc, le RISPO est donc un label principalement sur le process, pas un label qualité, hein. Il n'y a pas de manuel qualité demandé dans le RISPO. Le socle commun, lorsqu'il sera opérationnel en France, comprendra plusieurs rubriques et si l'on veut sortir du statut de déchet, il sera obligatoire d'avoir une démarche qualité, un audit externe. Cela veut dire que si on est RISPO en termes de certification, on ne pourra pas être dans une rubrique qui permettrait la sortie du statut de déchet. C'est ça? Est-ce que c'est effectivement l'analyse de Benjamin Viguier qui est correcte? Je ne sais pas qui veut intervenir, prendre la parole dessus. J'ai pas bien compris le lien avec le manuel qualité. Alors, effectivement, alors, je suis pas sûre d'avoir exactement compris la demande, mais juste pour repositionner, et je crois qu'on y revient un petit peu après. Effectivement, le RISPO, le référentiel RISPO ne demande pas l'écriture d'un manuel qualité comme ça peut être le cas dans une autre labellisation. Le référentiel RISPO demande néanmoins un certain nombre de procédures, d'avoir la description du process d'exploitation, d'avoir les procédures de gestion des non-conformités. Voilà, il y a un certain nombre d'écrits quand même qui sont demandés. Alors, il n'y a pas effectivement de terme de manuel qualité, mais c'est bien quand même un référentiel qualité au sens qualité d'exploitation de la plateforme pour garantir la production d'un compost de qualité. Donc je réponds, c'est peut-être un peu une réponse de Hmm. Normand, Bah, pardonnez-moi, mais oui, voilà, de ce que j'ai compris de la question, en tout cas sur le côté manuel qualité ou référentiel qualité. alors, Benjamin Viguier rajoute des éléments complémentaires. Vous indiquez que les analyses demandées le sont dans une logique besoin agricole.
Vous demandez des analyses agronomiques annuelles, mais pas pour chaque lot. N'hésitez pas, Benjamin Viguet, je sais que vous êtes sur Vimeo, donc il n'y a pas la possibilité de faire l'oral pour étoffer, développer, enfin voilà, clarifier certains points, mais n'hésitez pas à compléter à l'écrit et je relais oralement. Donc, je ne sais pas, Sabine Maurier, justement. Je reprends la question, hein. Vous indiquez que les analyses demandées le sont dans une logique besoin agricole. Vous demandez des analyses agronomiques annuelles, mais pas pour chaque lot. C'est la question. Alors, c'est pas uniquement une logique besoin agricole. Effectivement, je citais l'exemple des besoins agricoles parce que sur certaines des plateformes qui sont certifiées aujourd'hui, il y avait une demande en face de clients agriculteurs ou viticulteurs ou horticulteurs d'avoir des données supplémentaires à la NFU, notamment sur voilà, les tests phytotoxicité, etc., les tests que je décrivais. Après, les analyses par lot, effectivement, au niveau de la NFU 4451, et Stéphane, peut-être tu pourras compléter, il y a pas de demande d'analyse par lot. Là, on est calé sur les demandes de la NFU avec des fréquences supplémentaires. Les analyses par lot, par contre, effectivement, elles sont obligatoires sur les composts à base de boue. Mais là, on vous a présenté effectivement uniquement l'annexe sur le compostage de déchets verts. Oui, c'est ça. En fait, on vous a présenté un exemple en fait, sur le déchet vert, mais le tableau, enfin, d'autres tableaux, on pourrait peut-être les partager d'ailleurs, Gaël, stipule une fréquence analytique différente en fonction de ce qu'on traite sur nos plateformes de compostage. En tout cas, nous, dans le cadre de la certification, on vérifie que la fréquence analytique soit réalisée en fonction du cahier des charges de la norme. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Merci pour les éléments de réponse. Voilà, Benjamin Guiguet, n'hésitez pas à compléter ou à relancer s'il y a besoin de clarification. Cécile Maillet, vous avez donc levé la main. On va pouvoir normalement vous entendre. Et tout à l'heure, Benjamin Guiguet était à la métropole de Lyon et vous êtes à Bordeaux Métropole. Une autre. Oui, voilà, tout à fait. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Oui, alors j'avais deux questions. Alors la première, c'était juste pour que ce soit bien clair pour moi. Est-ce que là, on parle d'une certification et qu'est-ce qui est certifié? Est-ce que c'est l'installation ou est-ce que c'est le compost ou les deux? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, ça concerne en fait une question un peu plus large sur le label EcoCert parce que nous, on a une DSP pour la gestion de notre plateforme de compostage de déchets verts uniquement pour l'instant. Et, euh, et donc, notre délégataire, notamment, insiste beaucoup sur l'importance de cette EcoCert. Et donc, voilà, je voulais savoir quel était l'enjeu aussi là-dessus, en lien aussi peut-être avec votre certification ou votre référentiel. Voilà. Alors, je peux peut-être commencer à répondre sur la certification. En fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on certifie une plateforme pour la production d'un type de compost. Donc, on va certifier la plateforme X basée à tel endroit pour la production d'un compost de déchets verts, par exemple. Il peut y avoir le cas, par exemple, de plateformes qui produisent, qui font des composts à base de déchets verts d'un côté et des composts à base de boue de l'autre côté, sur deux flux différents. Et si l'exploitant ne souhaite certifier qu'un de ces flux, on va certifier la plateforme Intel pour la fabrication d'un compost de déchets verts. Donc voilà, c'est une certification. On ne certifie pas juste le compost. On ne peut pas dire le compost est certifié RISPO, on ne peut pas dire la plateforme est certifiée RISPO. On dit, et c'est ce qui est indiqué sur les certificats qui sont délivrés, le RISPO certifie la plateforme Intel pour la fabrication d'un compost déchets verts ou d'un compost à base de boue de cèpe. Concernant, je serai prêt peut-être après compléter Stéphane ou Gaël, mais concernant EcoCert, en fait, vous parlez de la utilisable en agriculture biologique, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, moi, ce que j'avais en tête, c'est que chez nous, donc, les agriculteurs nous imposaient, enfin les viticulteurs plus précisément, ce label pour pouvoir vendre du bio aux États-Unis. Et j'ai cru comprendre que c'était à peu près la seule motivation pour cette écocert. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, c'était la question que je me posais. Alors, l'éco-cert, je voudrais pas dire de bêtises, mais le fait de dire utilisable en agriculture biologique, c'est pas une certification, c'est une autodéclaration. En fait, les entrants en agriculture biologique, il faut respecter un certain nombre de choses. Et c'est l'exploitant qui déclare qu'il produit un compost utilisable en agriculture biologique.
En l'occurrence, ça peut être un compost de déchets verts, mais ça ne pourra pas être un compost à base de bout de steppe. Donc c'est une déclaration en fait. Il n'y a pas d'audit EcoCert sur ça. D'accord, très bien. Voilà, alors qu'effectivement, la certification RISPO, voilà, comme vous l'expliquez, c'est une certification globale sur l'ensemble de l'organisation de la plateforme, sa gestion du quotidien, son fonctionnement pour produire un compost de qualité attesté par les résultats d'analyse. Et il peut y avoir je dirais le double cas, c'est-à-dire on peut avoir, je crois qu'on en a d'ailleurs dans les plateformes certifiées, des plateformes qui sont certifiées RISPO pour toute la partie organisation de la plateforme, gestion de la plateforme, et qui en plus ont un compost qui est tamponné entre guillemets UAB, mais en autodéclaration. Je vous laisse Ok, compléter, Stéphane, merci. peut-être si Oui, mais tu... dès lors, dès lors, Ouais, dès lors voilà. qu'un compost de déchets verts qui répond à la norme NFU 44051 peut être déclaré agriculture biologique, sauf que la 44051 qui est dédiée au compost de TMB ou la 44095 pour les composts de boue, là, on ne peut pas déclarer que le compost soit utilisable en agriculture biologique. Merci. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres questions, Cécile? C'est bon. Sinon, voilà. Éventuellement, pour compléter, parce que je pense, chez nous, on ne s'est pas encore lancé dans la certification RISPO, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter finalement de nous lancer là-dedans? Enfin, si vous deviez voilà, avoir un argumentaire là-dessus pour qu'on se lance. Alors peut-être on y répondra parce qu'on a encore plusieurs slides à présenter justement. Je crois que c'est Gaël qui va reprendre la main sur les avantages de la Les avantages. certification, notamment par rapport à Ouais. d'autres normes type ISO, Ecolabel, etc. Donc on va peut-être finir de dérouler après On la garde la présentation et question. revenir sur la question si on n'y a pas répondu avec la suite de la présentation. Pleinement. N'hésitez pas après, Cécile, à reprendre la parole tout à l'heure là-dessus si vous voulez que on développe. Il y avait quand même d'autres questions, Gaëlle. Il y avait Anna qui demandait est-ce que la certification RISPO peut être exigée par l'Adréal dans le cadre du suivi de procédé de compostage, par exemple? Exigé par l'Adréal, non. Disons que c'est un plus au moment de l'inspection de prouver que, quelle que soit la taille de l'exploitation, on a quand même fait venir un ou une auditrice extérieure en se basant sur un référentiel métier qui prouve quand même la bonne gestion de la plateforme. L'inspecteur de réal va pas demander spécifiquement cette certification, mais c'est un plus, je pense, pour l'exploitant. Enfin là, je laisse parler peut-être Sabine et Stéphane. Ouais, Alors, je peux ouais, apporter peut-être un élément complémentaire, c'est Oui. effectivement, historiquement, il y a une plateforme qui est actuellement certifiée, je crois, par le RISPO, dont l'inspecteur de réal était dans les groupes de travail à la toute origine de l'association, où on avait fait, enfin voilà, où avait pris connaissance à ce moment-là de la certification, l'avait trouvée intéressante et l'avait inscrit, je crois, dans l'arrêté préfectoral de la plateforme en question. Mais je crois que c'est un exemple unique dans les plateformes qu'on suit. Effectivement, il y a eu un cas comme ça où le fait d'avoir une certification type ARACT à l'époque était demandé dans l'arrêté préfectoral. Après, des retours qu'on peut avoir des plateformes aujourd'hui certifiées ou qu'on suit, c'est qu'effectivement, les DREAL peuvent oralement ou lors des visites, lors des inspections, des échanges, demander si la plateforme a une certification, si l'entreprise a une certification, et il leur arrive de recommander effectivement d'en avoir une, ce qui permet d'avoir une certaine confiance supplémentaire en la plateforme parce qu'elle est suivie annuellement par un organisme tiers qui vient vérifier son fonctionnement. en tout état de cause, si elle n'est pas demandée par l'Adréal, en tout cas, ça rassure les autorités pour en avoir discuté avec certains inspecteurs en se disant, bon, ben, déjà, ce site, il est audité, il y a déjà un travail qui est réalisé, l'exploitant peut montrer justement les rapports que nous réalisons et ça permet déjà de le rassurer sur pas mal de points. Merci beaucoup pour les éléments de réponse. Alors, il y avait Pascal Chénon qui a levé la main. Après, il y a des points d'information complémentaires de Benjamin Viguet. Puis après, je propose qu'on continue. J'ai bien noté, Vincent David, aussi votre question qui est assez généraliste. On y reviendra, je pense, tout à l'heure, qui rejoint aussi la question de Cécile Maillet. Donc, Pascal Chénon, allez-y.
Oui, bonjour. C'était juste pour apporter un complément par rapport à la question sur les audits EcoCert. Il y a des audits EcoCert pour la certification UAB. C'est effectivement pas une certification qui est nécessaire pour l'UAB, mais EcoCert en propose. Donc, c'est une certification produit, c'est pas une certification plateforme pour le coup, process, euh, et qui, euh, et qui permet effectivement, s'il y a un audit sur site, d'apposer le logo EcoCert sur le produit, sur l'étiquette du produit, et d'être dans la base de données d'EcoCert intrant avec le logo EcoCert. Autrement, ils font des audits documentaires qui sont beaucoup plus légers, où là, on ne peut pas apposer le logo. Mais même si, comme le disait Sabine, ce n'est pas une obligation réglementaire européenne, EcoCert propose ce service et maintenant il y a aussi Fibel Itab qui propose un service juste d'audit documentaire, mais pas de plateforme. Donc voilà, ça existe, c'est complètement différent de ce que propose le RISPO, puisqu'on est dans le cadre de l'UAB et l'UAB c'est juste les intrants, c'est pas la totalité de ce que fait le RISPO sur le fonctionnement de la plateforme, la qualité, etc. L'UAB, c'est juste les intrants qui sont compostés et la qualité finale du compost, qui est un peu plus exigeante que la 44051. Merci Pascal Chénon pour les éléments complémentaires. Et puis, donc, pour revenir sur la discussion tout à l'heure avec Benjamin Viguier, donc ce qu'il expliquait, donc sa question par rapport aux obligations qui peuvent découler du décret socle commun, même s'il n'est pas encore sorti au jour où on fait cette webconférence le 3 juillet 2025, voilà, pour ceux qui verront le replay. En l'occurrence, il disait que c'est par rapport à ce socle commun, on ne pourra donc pas se retrouver en A1 qui permet la sortie du statut de déchet car pas d'ISO. Ah oui. Reformuler autrement, la question c'est pouvez-vous nous indiquer si oui ou non on pourra être en A1 socle commun avec la sortie du statut de déchet en étant RISPO, sachant que l'arrêté 2015 sur les conditions de sortie de statut de déchet qui sont plus larges que les seuls composts indique que des points de passage obligatoires, notamment en démarche qualité, sont inscrits. Donc là, on ne parle pas d'une démarche qualité process, mais bien de type ISO. Donc voilà. Est-ce que la question est plus claire, peut-être Sabine pourrait répondre. Oui, oui, la question est plus claire. Après, effectivement, j'avoue que je ne sais pas répondre clairement, par contre, à l'instant T. Euh, le RISPO, il y a une démarche qualité dans le RISPO. Est-ce que ça correspondra à l'attendu, pardon, du texte réglementaire? Là, voilà, je saurais pas, j'espère, mais je ne saurais pas me prononcer. En tout cas, si l'exigence stricte reste l'ISO, bah, effectivement, le RISPO, c'est pas une démarche ISO. Si l'exigence est formulée sous un aspect démontrer une démarche qualité, euh, je pense que le RISPO peut rentrer dans la case. Et peut-être pour répondre également un petit peu, au niveau du RESPO, on a une commission de certification. Enfin, il y a différentes commissions de travail sur les différents sujets d'actualité. Et bah, évidemment, on suit l'actualité réglementaire. Et bah, le référentiel qu'on vous présente aujourd'hui, il a pour but d'évoluer et d'intégrer, bien évidemment, selon ce qui va être applicable, les exigences du décret. Mm. Oui, parce qu'on reste quand même sur un référentiel métier qui a été créé par des exploitants, au service des exploitants, et le RISPO fera évoluer son référentiel dans les conditions les meilleures, enfin, pour pouvoir déjà respecter le socle commun, passer en A1, à voir. Là, ce sera vraiment à voir le coût que peut représenter d'ajouter de l'ISO sur la certification. Mais pour l'instant, on est tous dans l'attente, en effet, de ce socle commun qui tarde un petit peu, on va dire. Je sais pas si ça répond à votre question, Monsieur Villiers. Voilà, n'hésitez pas à Oui. l'indiquer par écrit, Pour l'instant, puisqu'après oui. vous êtes sur Vimeo, que vous n'avez pas l'accès au micro. On pourra revenir dessus. Je propose qu'on poursuive, qu'on entende le retour de Cédric Gardoni. Et puis ensuite, à la fin, on aura justement un point global de Gaël Canvé, reprenant des éléments qui étaient souhaités par Cécile Voilà. Maillet sur comment on se lance dans la certification, le diagnostic, voilà, tout ce qui va être plus d'éléments de détails. Autour de ces points-là. Donc, Cédric Gardoni.
Ouais. Je fais Non, d'abord d'abord, juste un c'est ouais. petit, un petit un petit point sur les avantages et les spécificités, et après, je laisserai parler Cédric, on l'a fait Je, patienter longtemps. je Oui, reprends la pardon. parole sur ça. Oui, je veux bien, oui, si. Oui, bah alors ça, voilà, ça va un petit peu, ça va peut-être répondre un peu à la question de Madame Maillet, je crois, sur effectivement quels sont les avantages de cette certification du RISPO par rapport aux autres certifications qui peuvent exister. Alors déjà par rapport à des sites qui n'ont pas du tout de certification, bah, je pense que voilà, on l'a un petit peu évoqué au fur et à mesure de nos présentations, mais ça permet de valider ses pratiques, ça permet d'apporter un œil externe, ça donne un cadre au fonctionnement de toute la plateforme. C'est également un outil d'autocontrôle puisque vous avez le référentiel, vous avez le rapport d'audit, il y a tous les supports qui sont à disposition de la plateforme. Sans spoiler ce que dira peut-être Cédric tout à l'heure, mais il y a effectivement une double valorisation, bah, je dirais grâce à n'importe quelle certification, c'est valorisation interne du travail des agents, du travail des personnes sur site au quotidien, qui sont pas forcément des métiers toujours très reconnus. Donc c'est vrai que le fait de passer une labellisation, une certification métier, ça valorise le travail des personnes et bah, également la valorisation externe. On le disait vis-à-vis des administrations, par rapport à des DREAL notamment, mais également par rapport à des riverains, des problématiques parfois d'acceptation des sites avec des contextes particuliers géographiques. Et évidemment bah, vis-à-vis des clients où la certification peut représenter un gage de qualité. Euh, les avantages par rapport à d'autres normes, alors effectivement, euh, si on synthétise, on a d'un côté les normes systèmes de management type ISO, donc ISO 9001 plutôt qualité et 14001 plutôt sur les impacts environnementaux, et d'un autre côté, on a les normes, pardon, les normes produits. Donc en fait, le RISPO se situe finalement un petit peu entre les deux. Les normes ISO, c'est des normes de management qui ne sont pas spécifiques de l'activité compostage. Une norme ISO, elle s'applique à tout le monde, donc il n'y a pas des critères spécifiques sur le compostage. Dans le label RISPO, bah, effectivement, les critères sont écrits, orientés sur le métier compostage, bien évidemment. Dans les certifications ISO, on peut reprocher des lourdeurs, en fait, notamment documentaires ou d'organisation demandée, qui sont compliquées à mettre en œuvre sur des plateformes, des entreprises de taille intermédiaire, des petites, moyennes plateformes, et notamment des structures qui n'ont pas forcément de fonction QSE, soit sur site, soit globale, pour assurer justement tous les suivis documentaires ou toutes les instances de gouvernance, etc., qui sont demandées par les ISO. Dans le RISPO, voilà, il y a des exigences documentaires, mais qui sont très opérationnelles. On ne va pas demander, par exemple, je prends peut-être un exemple, dans l'ISO, on va vous demander d'avoir une procédure sur la gestion des RH, enfin, de décrire comment on gère les RH. Dans le RISPO, on va pas s'attacher à ça. Par contre, on va regarder est-ce que les gens ont bien les habilitations et autorisations nécessaires pour faire leur travail. Donc, autorisation de conduite des engins, par exemple, habilitation électrique si une personne manipule l'électricité, etc. Donc, on va être très pragmatique, terrain, vraiment orienté métier. Euh, un point de complémentarité également qu'on peut citer, c'est qu'on a par exemple dans le RISPO des sites qui sont certifiés ISO, appartenant à des groupes, mais en fait, ils font également la certification RISPO en complément, parce que dans la certification ISO, finalement, ils ne sont pas audités tous les ans sur le terrain, parce qu'il y a des process d'échantillonnage, donc ils sont audités d'un point de vue managérial, mais pas forcément la partie terrain tous les ans. Donc en fait, on a des sites comme ça qui prennent la certification RISPO en complément, car ça leur permet d'avoir une visite terrain tous les ans, enfin d'avoir un audit process tous les ans, qui soit terrain ou documentaire, vraiment focalisé sur leurs activités et donc de vérifier leurs pratiques une fois par an grâce à cet audit. D'un autre côté, donc je vous disais, il y a les normes produits. Et donc là, bah, à l'inverse, les normes produits, comme l'écolabel européen, notamment qui peut concerner les composts, c'est axé uniquement sur la qualité des produits. Il n'y a aucune exigence sur tout ce qui va être tenue de la plateforme, sur ce qui va être les parties sécurité, sur la partie enfin, gestion de traçabilité aussi poussée que dans le RISPO. Et donc voilà, entre les deux, le RISPO se positionne avec des exigences qualité, sécurité, environnement.
Et le RISPO, en fait, est le seul, peut-être par rapport aux autres référentiels existants, comme ASCA, comme Terrom, comme la Charte des agriculteurs composteurs. Le RISPO est le seul qui s'adresse à tous les types de compost. On compare, ou on nous pose souvent des questions par rapport à ASCA. ASCA a une structure assez similaire, en fait, sur tout un tas de points. Euh, mais ASCA ne s'adresse pas à tous les types de compost. Et ASCA, par exemple, va être peut-être va avoir des exigences documentaires et de procédures et d'instances de gouvernance plus avancées, plus profondes. Voilà, donc le référentiel RISPO est vraiment voilà, un référentiel qui se positionne comme étant pragmatique, comme étant un référentiel de terrain, un intermédiaire entre de l'ISO, peut-être un petit peu lourd des procédurières, si je caricature, et des normes strictement produits, fondées principalement sur les analyses et s'adressant donc voilà, à tout type de plateforme et tout type de compost produit. Je te laisse avancer, Gaëlle. Gaëlle, reprend la suite. Alors, donc comme on l'a évoqué, en amont, il s'agit d'un référentiel métier créé par des professionnels constitués essentiellement d'exploitants de plateformes de compostage avec l'aide de l'ADEME. Alors, vous l'avez compris, la priorité de la certification RISPO, c'est la qualité du compost et du retour au sol, mais aussi le développement des bonnes pratiques. Alors, référencées sur les normes NFU 44051 ou 44095, ainsi que les préconisations de l'ADEME concernant l'échantillonnage. On l'a évoqué aussi par ailleurs, la certification nécessite des analyses complémentaires. On a parlé tout à l'heure, et Sabine a évoqué le test Cresson ou Rotograde, alors pour voilà, les effets de germination ou de la maturité. Donc on rajoute des analyses complémentaires à la NFU, ce qui renforce justement la qualité du compost produit. Il évolue avec la réglementation, hein, on l'a évoqué également. C'est-à-dire qu'on reste sujet, enfin, en tout cas vigilant aux évolutions réglementaires. Alors bon, le projet de socle commun, c'est un peu l'arlésienne, hein, parce que ça fait depuis, je crois, le rapport Marois en 2018 qu'on en parle. Bon, on reste vigilant, on est, je crois, à la quatrième mouture. Bon, bref. En tout cas, oui, on reste vigilant à ces aspects, enfin, ces évolutions réglementaires pour faire évoluer la certification. Et on prend en compte les retours terrain des auditeurs, mais aussi des adhérents du RISPO pour la faire évoluer. Ça, je ne sais pas si on l'a dit, mais effectivement, la certification est la seule qui s'adresse à l'ensemble des matières premières, à comparer par exemple au référentiel ASCA. Le RISPO, enfin, la certification RISPO concerne bien les déchets verts, les biodéchets, les boues, les fumiers, les OMR. Les exigences documentaires sont limitées. Donc ça, c'est pour rendre vraiment pragmatique, et je rebondis sur ce qu'a dit Sabine, c'est voilà, on est pragmatique, on ne veut pas rentrer dans quelque chose, dans une démarche très contraignante et qui nécessite des compétences. La certification est quand même adaptée aux petites et moyennes structures. Alors, je crois bien qu'il y a un slide où Gaël va parler du diagnostic, mais on souhaite en fait faire une autre proposition en parallèle du programme de certification. C'est une offre diagnostique et qui peut s'adresser à des exploitants qui n'ont pas forcément à date la volonté d'aller vers la certification ou qui pourraient se dire, ben voilà, en préalable à la certification, pour être dans une première phase de préparatoire à la certification, on souhaite offrir en fait ce diagnostic qu'on n'a pas réalisé pour l'instant, hein, qui est juste une photographie à l'instant T, mais c'est voilà, pour ceux qui souhaiteraient faire le pas, et j'ai entendu quelqu'un parler du secteur de Bordeaux, ça pourrait être pour vous l'occasion de se dire, eh tiens, pourquoi pas avoir une photographie à l'instant T de notre installation. Voilà, c'est un diagnostic unique, un audit terrain qui ne donne pas la possibilité d'utiliser la marque RISPO, mais qui permet à l'exploitant ou au maître d'ouvrage d'avoir un retour sur les modalités de mise en œuvre sur la plateforme et sur la qualité des composts. Mais je crois, Gaël, tu vas nous faire une présentation un peu plus détaillée par la suite.
Donc très rapidement, le point de vue. Oui, pardon. Non, très bien, c'est Euh, justement que je me questionnais sur qui prenait la suite. Voilà, Gaëlle, prends la suite. Gaëlle. Voilà, je vais vous présenter alors très rapidement deux. Pardon. Tac. Deux points de vue. Donc pour les sites sans autre certification, bon, c'est un petit peu une redite par rapport à ce qu'a pu dire Stéphane. La certification RISPO pour les sites sans autre certification, ça permet d'avoir un regard extérieur sur les pratiques et la démarche est valorisante en interne et en externe. Et pour les sites avec d'autres certifications, systèmes comme type ISO, ça permet d'avoir voilà, un audit propre à la plateforme. Et l'approche métier et produit est beaucoup plus approfondie. Donc là, vous avez deux témoignages d'une plateforme, d'une collectivité, donc Loire Forez Aglo, qui est certifiée depuis quelques années et qui témoigne de ce regard extérieur. Et puis celle d'un groupe plus important qui est Suez, qui gère la compostière de Savoie et qui est certifiée elle aussi depuis de nombreuses années. Mais je vais laisser la parole à Cédric parce qu'on a la chance d'avoir un exploitant justement qui va pouvoir un peu plus témoigner de comment il vit cette expérience. Cédric Gardoni. Oui, Voilà. oui, bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc, merci pour ce partage. Effectivement, moi, je vais surtout axer mon intervention sur ce que l'on vit en tant que certifié et pourquoi on reste au RISPO, puisque nous faisons partie, on va dire, des dinosaures de la certification, on a traversé toutes les évolutions et partagé avec les différents exploitants à l'époque ben la volonté d'avoir un outil qui soit le plus pragmatique possible. Donc ça a été déjà effectivement dit plusieurs fois. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire nous sommes historiquement une entreprise familiale donc basée sur la commune d'Ambronay dans l'Ain et qui vient du monde agricole, hein, qui est exploitant agricole. Nous exploitons, nous avons deux fermes avec mes cousins et mes oncles où on exploite des céréales et avec enfin c'est pas une problématique, mais la volonté de diversifier nos outils et donc créer une plateforme de compostage il y a une vingtaine d'années. Et cette plateforme de compostage, effectivement, on venait pas spécialement du monde du déchet. On avait besoin de trouver un référentiel qui nous permette de nous accompagner dans nos démarches et d'apporter un regard extérieur sur vraiment ce que l'on fait, si les bonnes pratiques à mettre en place, et donc s'appuyer sur un référentiel voilà, qui soit le plus efficace possible et arriver à avoir un compost que l'on utilisait en principal sur nos fermes, mais également que l'on diffuse auprès du grand public. Et c'était pour ça aussi que c'était intéressant pour nous d'avoir cette certification pour démontrer qu'on avait une approche globale dans notre production, dans nos outils que l'on mettait en place, et d'arriver à la fin, bien sûr, à un compost normé, mais avec tout l'environnement qui allait avec. Donc c'est vraiment ça qui nous a encouragé à se lancer là-dedans avec bien sûr au tout départ une présentation de l'outil qui nous avait été faite à l'époque par la région et l'ADEME, mais la suite on l'a bien sûr, enfin nous on est toujours ravis de participer aux échanges qui sont faits à l'intérieur de RISPO. Et c'est ça que je vais axer aussi, puisque on a beaucoup parlé de la partie technique et de la partie réglementaire, tout ce qu'on y trouve à l'intérieur de la réglementation et tout ce que les exploitants peuvent trouver et faire évoluer leurs outils, leur système pour répondre aux prescriptions RISPO. Mais une des très grandes choses importantes que j'utilise, c'est le réseau RISPO, c'est-à-dire c'est la diversité des intervenants qu'on va retrouver, c'est-à-dire des opérateurs privés comme nous, hein, qui viennent plutôt du monde agricole et qui ont diversifié leurs entreprises, d'autres qui sont plus en lien avec les collectivités. Donc je sais que là, on a plus à l'écoute des personnes, ce type de personnes.
Et c'est ces échanges-là, et puis aussi, pardon, la troisième, on va dire, la troisième catégorie d'exploitants, ça va être plutôt historiquement des grands groupes du déchet nationaux, et qui, bien sûr, n'ont pas là tout à fait la même approche. Et c'est ce mélange-là au sein des différentes commissions et des différentes rencontres qui permettent voilà, d'échanger des bonnes pratiques, d'essayer de s'améliorer, comme on retrouve chez Idealco par d'autres opérations, enfin d'autres outils de partage que je suis ravi aussi de pouvoir aussi consulter parfois. Et voilà, je dirais que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et qui nous a beaucoup nourri dans la façon de voir les choses et la façon d'améliorer les choses, hein, en s'appuyant sur des exemples concrets de réussite. Voilà. Euh, Moi, je pourrais ajouter aussi que ça nous a permis, donc nous on est engagé voilà, depuis plus de 20 ans, hein, parce que quasiment depuis la création, on est engagé au sein de RISPO. Et c'est une façon aussi de pouvoir accompagner mon responsable qualité, Noé, qui m'accompagne dans toute la mise en place des différentes démarches, et d'avoir ce rapport-là avec l'auditeur et d'essayer d'être dans le concret, de pouvoir améliorer les outils, voir quels sont les points d'amélioration, encourager nos équipes sur le terrain à aller dans ces axes-là, juste sur des choses tout à fait hyper concrètes, hein, de comprendre pourquoi c'est important d'enregistrer toutes les interventions, pourquoi c'est important de savoir où l'on en est, d'identifier les lots, et d'utiliser donc ces outils et ces différentes remarques qu'on a au sein du référentiel. Ça permet vraiment d'aiguiller nos agents et de voir comment ça se passe aussi ailleurs, et de leur expliquer que c'est important de mettre toutes ces démarches en place pour l'entreprise, et puis pour rassurer également nos clients, hein, parce que bien sûr, sur ces types de déchets, c'est principalement des déchets qui proviennent des collectivités, avec des gestions de collecte de déchets verts ou de bois, parce que ça, c'est une de nos spécialités aussi, c'est de travailler les différents types de déchets bois. Mais enfin, mais voilà, on sait que le donneur d'ordre, c'est la collectivité, et d'expliquer pourquoi on met en place ces outils de production en lien avec la valorisation à la source qu'on souhaite la plus efficace possible. Voilà, j'espère que j'étais clair. Merci pour ce partage, Cédric Gardoni. Du coup, peut-être s'il y a des questions complémentaires, Oui, oui, oui. voilà. S'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que nous revenions, voilà, il y a Anna, vous aviez partagé une question. Alors, vous êtes sur Zoom, peut-être que vous allez pouvoir réactiver votre micro. Et Anna, du coup, vous êtes du côté de Loire-Forez agglomération. Donc, allez-y. Est-ce qu'on vous entend? Suspense. Alors, petite information pour ceux qui ont des soucis d'activation du micro. En bas à Oui, gauche, excusez-moi, vous m'entendez? voilà, vous avez trouvé Super. la Super. technique, mais je la dis quand même au cas où la prochaine personne qui veut prendre la parole a des soucis. Il y a une petite flèche à côté du micro. Quand vous cliquez dessus, il y a la possibilité de tester ce son micro. Et en général, en cliquant dessus, en fait, ça débloque la situation. Anna, je vous laisse prendre la parole. Oui, merci. Donc, je voulais savoir si une plateforme de broyage est concernée par la certification RISPO, ou c'est uniquement pour le compostage. Alors, en théorie, c'est que sur le compostage, puisqu'on a quand même les analyses de compost qui rentrent en ligne de compte. Du broyage pur, pour moi, pas. On peut venir faire un diagnostic pour voir si l'exploitation répond à certains critères, mais tous les critères de compostage vont pas être pris en compte, les montées de température et ainsi de suite. Euh, je ne sais pas si Stéphane ou Sabine, vous aviez déjà eu la question. Non, non, moi, j'ai pas eu la question, mais c'est vrai que enfin, là, je ne vais pas répondre à la place de l'association, mais ça me paraît compliqué. Euh,
compte tenu des paramètres que l'on recherche, effectivement, et avec le souci du retour au sol et de la qualité des composts, de certifier une plateforme de broyage. Je n'ai pas eu cette demande jusqu'à présent. Parce que c'est vrai que le broyat est maintenant, va devenir une ressource. Et c'est vrai que, par exemple, nous, on envisage éventuellement de créer une plateforme de broyage sur un autre site. Et donc, voilà, c'est la question que je me posais, si ce site-là, à l'avenir, alors c'est pas à l'horizon de l'année prochaine, mais peut-être à l'horizon de 3 ans, est-ce qu'il serait concerné par cette certification? Et si dans Ce serait une- l'éventualité où notre plateforme de compostage actuelle venait à se diversifier, c'est-à-dire qu'on pourrait produire du broyat, qu'on évacuerait chez l'agriculteur, est-ce que ça rentrerait dans le cadre, ou alors vous occupiez uniquement de la certification du compost et pas du broyat du coup? c'est un broyat destiné à être structurant. Alors, il aura deux fonctions, c'est-à-dire qu'il va aller chez l'agriculteur pour un projet de plantation de haies. D'accord. Et le deuxième, c'est pour effectivement les composteurs partagés, dans le cadre du projet de déploiement des composteurs partagés. Alors, Là, comme ça. Et alors, Fengel, peut-être Ah, que Cédric. ouais, enfin, moi, je peux juste. Cédric. Alors, je porte juste la parole un peu l'historique de l'association. Euh, on est bien conscient de l'évolution des pratiques et euh, des différents composts ou normes ou etc. qui peuvent avoir. Et le référentiel a plusieurs fois été d'ailleurs a plusieurs fois changé et on a adapté, même historiquement, si on prend dans les anciennes années, le compost debout l'était pas. Puis après, on a créé un référentiel qui permettait de pouvoir certifier également les plateformes de compost debout. Euh, je dirais que, en fait, tout dépend où on se place. C'est-à-dire, l'idée de la certification était de pouvoir faire la globalité, une image, c'est une image de tout ce qui se passe au niveau de l'exploitation et avec un produit qui en sort normé, qui en sort normé, donc avec une norme NFU qui correspond. Et donc, si on parle de broyat de végétaux frais, sur quelle norme on va se positionner? Sur quelle norme NFU, c'est ça qui pose le problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une base de référence qui est reconnue comme une sortie de statut de déchet qui permet de commercialiser ce qui en résulte, ce qui est issu de la plateforme, pour pouvoir avoir, à mon sens, l'ensemble de l'outil de production et jusqu'au bout. Si on reste sur une statut de déchet, si on reste donc sur un statut déchet, l'évacuation, là, c'est plus compliqué, je pense, de proposer une certification. C'est que mon avis. Hein. Oui, mais non, mais en effet, sans normes sur la qualité du broyat, ça va être compliqué pour le RISPO d'imaginer tous les critères qu'il faudra prendre en compte, quoi. Alors, il me Et on semble va que à reparler. Oui. pardon, il me semble que le broyat est, comment dire, il me semble qu'il est aussi normé, on peut aussi le normer par rapport à la norme NFU 44051, mais pas de type 4 comme actuellement on norme le compost, mais de type peut-être 6, je crois. Donc, voilà, je sais pas. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est flou aussi pour moi. C'est pour ça que voilà, cet échange est intéressant. Parce que voilà, peut-être que dans les années à venir, on sera confronté à cela. Alors après, bien évidemment, on a peut-être aussi nos personnes de l'Adréal qui pourront peut-être nous aiguiller aussi, mais voilà, ça Je reste quand même des ne sais sujets pas un si, peu. je sais pas si Pascal Chenon est encore parmi nous. alors, Oui, je suis encore Pascal, là. allez-y, allez-y. Ah, est-ce que. Par contre, j'ai pas la norme. Il faut que j'ouvre la norme. Mais effectivement, dans mon souvenir, il y a aussi une dénomination pour Pour le du broyat? broyat. Mais voilà, c'est pas du compost. Donc Non. après, ça dépend un peu de l'objectif de la. Enfin, faudrait qu'il y ait un autre référentiel du coup, comme vous disiez, pour que ça Oui. colle. Mm. Mm.
Parce Une, que une la autre annexe. 44051, ce n'est pas une norme sur les composts, c'est une norme sur les amendements organiques. Mm. Donc, alors une seconde. Je crois Après, la qu'il y a... question va se poser sur la qualité des broyats, en effet, qu'on met dans les composteurs de quartier, quoi. Après, ça peut être une question qui peut naître prochainement. Il y a effectivement, comme disait Sabine, la dénomination 6 qui s'appelle matière végétale. Mm. Donc là, on peut imaginer que les broyats puissent être dans cette dénomination. Et que du coup, le référentiel RISPO évalue la conformité à cette dénomination. Mm. Ok. Ce que je 17. propose, Ouais, on peut. à Anna, c'est qu'on reprenne contact par la suite, à ce moment-là, qu'on voit au sein du RISPO s'il y a une opportunité, si, je sais Oui, pas si, pas de souci. Oui. Et après, s'il moi, y a je des note bien éléments à le. partager a Oui. posteriori pour tous ceux qui nous suivront avec le replay sur les questions qui ont été posées par Anna, on les ajoutera, comme je disais, les éléments de réponse, enfin les points complémentaires dans le fil de discussion avec Gaël Canvé. Merci pour la question, Anna. Merci à vous. Petite question posée par Jean Leroyer qui fait la transition, c'était sur le budget prévoir sur les 3 ans de la certification RISPO. Peut-être que justement, ça peut permettre d'aller sur cette partie-là, Gaël. Oui, c'est le point que j'aborde après, comment Ok. faire certifier son site s'il n'y a pas d'autres questions. Ben, on peut aller vers ce point-là et puis comme ça, on Oui. verra si questions et on reprend un temps de questions à la fin avec tout le monde. Alors, comment se lancer dans la démarche de certification? Alors, bien sûr, il faut être adhérent au RISPO. Euh, alors, cette adhésion, elle permet donc de rentrer dans la phase de certification, mais aussi de participer au réseau qui est riche en échanges, comme le disait Cédric tout à l'heure, qui apporte beaucoup, je pense, aux différents membres du réseau, quel que soit leur métier de base. Et après, on a donc une contribution financière qu'on a voulu la plus raisonnable possible parce que c'est une démarche volontaire et que voilà, on veut la rendre accessible au maximum d'exploitants. Donc sur des sites en régime déclaratif, pour un site soumis à déclaration, on est à 650 euros par an, donc à peu près un tout petit peu moins de 2 000 € hors taxe sur les 3 ans. Et pour un site en autorisation ou enregistrement, on est à 1 250 € hors taxe par an, 3 750 € hors taxe sur les 3 ans. Cette différence de prix, elle se comprend notamment par rapport au temps passé sur les audits de terrain, comme disait Sabine en début de présentation. Euh, Souvent, le régime déclaratif dépend un petit peu de la taille et du volume traité sur l'installation. Et après, on a des tarifs dégressifs. Si le site certifié, par exemple, fait du déchet vert sur une partie de son site et un deuxième site juste à côté qui fait de la boue, on a des tarifs dégressifs pour les mêmes localisations ou autres localisations géographiques. Et après, quel que soit le régime ICPE, le diagnostic, on est sur un coût de 1 250 € puisqu'on part sur une visite terrain avec une découverte du site. Voilà. Donc, on est sur le même type de tarif que pour une autorisation ou un enregistrement. Donc, la démarche, on l'a beaucoup répété, est une démarche simple. On a un audit de terrain en année 1 et 2 audits documentaires en année 2. À l'issue de chaque audit, après que les échanges entre les auditeurs et la plateforme certifiée et son exploitant aient eu lieu, il y a une commission de certification qui détermine l'attribution du label RISPO euh, et donc l'autorisation d'apposer ce label. Et le diagnostic, on va être là du coup sur un unique audit terrain. Donc là, ça va vraiment être une photographie à l'instant T. Là, le diagnostic, on l'a imaginé comme étant utile à des exploitants qui reprennent une installation
à l'occasion d'un changement de marché public, de changement d'attributaire sur un marché public, par exemple, ou sur l'achat d'une nouvelle plateforme. Donc, avoir vraiment un focus sur la plateforme ou aux maîtres d'ouvrage qui ont confié l'exploitation de leur installation à un tiers ou qui l'exploitent en régie, mais qui ont besoin d'un regard extérieur sur la gestion de la plateforme, sur la qualité des composts, sur les documents. Moi, je sors de 20 ans de collectivité. Je sais que j'avais une plateforme de compostage. Je connaissais pas la certification RISPO à l'époque, mais ça m'aurait été utile pour tout le suivi de la plateforme de compostage qui était gérée par un prestataire extérieur, mais sur lequel on n'avait pas forcément la vue sur l'ensemble des documents et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc pour l'instant, voilà quelques-uns des certifiés, donc des collectivités, des grands groupes, des groupes plus petits, donc, et qui on souhaite véritablement développer au maximum. Merci Vous beaucoup. trouverez sur le diaporama tous les contacts en fait des gens qui sont intervenus, que je remercie vivement, Stéphane, Sabine et Cédric de m'avoir accompagné dans cette épreuve du webinaire. Merci beaucoup. Merci encore Gaël Canvet pour l'organisation de cette webconférence qui permet de donner de la visibilité sur un dispositif. Et puis, bon après-midi à tous, bel été.